exposition. En fait, mon exposition, mon texte, vous le verrez demain sur le spectacle. Aujourd'hui, je suis là plutôt pour partager une expérience de création des rencontres avec le travail de David Le Breton, mais aussi la personne que j'ai eu la chance qu'il a réussi. Et bon, je crois que je dois commencer par la première fois que j'ai entendu le travail de David Le Breton, que c'était au Chili. Je suis chilienne. Et vers les 2000, alors je suis allée en masterclass à l'université R6, où la directrice se trouve ici. Et là, il y avait deux professeurs qui venaient de l'université d'Argentine, je ne me rappelle pas quelle université, mais elle avait présenté anthropologie du corps et modernité. Et c'était une découverte incroyable parce qu'à l'époque, j'étais professeure de danse avec un projet éducatif. J'avais choisi plutôt l'éducation que l'interprétation, même si je dansais quand même, mais j'étais toujours plus attirée par l'éducation. Et donc, mon domaine était très pratique. Je connaissais presque rien de la théorie. À l'époque, ne m'intéressait pas vraiment. Mais là, c'était comme une fenêtre qui s'est ouverte. Comme ça. Si quelqu'un parle du corps, d'un corps contemporain, donc c'est ce que je fais à peu près. Et en plus, il met en question et réfléchit sur, par exemple, comment notre corps est limité dans ce monde, etc. Et c'était la première fois. Et après, le 2006, j'avais décidé de faire un master. Et je suis arrivée à Strasbourg et j'ai découvert que le professeur David Le Breton se trouvait ici. Donc, je regardais sur l'agenda les bureaux, là, et je suis allée. Je me suis dit, il faut que je le voie de près, pour voir comment il est. Mais je ne parlais rien français à l'époque. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais... Et lui, il m'a ouvert la porte, il m'a consacré du temps. Je ne sais pas s'il a compris quelque chose, mais au moins, il m'a écouté attentivement. Et je trouvais incroyable. Parce qu'en Amérique latine, le travail de David Le Breton est très, très diffusé, surtout dans le domaine de la danse. Parce que peut-être il n'y a pas vraiment support théorique là-bas. Et donc, dans le travail de David, plein de compagnies, l'université se soutiennent. Et c'est une découverte assez incroyable. Et alors, comme je ne sais pas, finalement, je me suis dit, mais il est ici, pourquoi pas? Et on ne le ramène pas au Chili. Et alors, en 2010, on a organisé une colloque où David a accepté d'y aller. C'était une expérience incroyable d'une semaine où le monde de la danse, jusqu'à aujourd'hui, se rappelle de cette conférence. Et surtout parce qu'on a découvert aussi que le travail de David est très lié à la danse, même s'il il dit que non, mais oui, très. Il a écrit des textes où il parle de la danse. Donc, pour nous, c'était un vrai support et valorisation aussi de la danse, parce que la danse est toujours la dernière des arts, hein, je pense. Hein. Il y a la musique, le théâtre, la danse, toujours, et on est là. Parce que peut-être on ne sait pas parler ou écrire comme les philosophes, je ne sais pas. On parle à travers les corps. Et le corps, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on oublie, on a oublié. Et alors, pour continuer cette histoire-là, bon, toujours à travers mon travail, qui n'a rien à voir avec ce que vous verrez demain, petit peu. Je travaille surtout sur la création avec le numérique. Mais le travail de David a été toujours à côté de mes réflexions. Et en 2018, alors, j'ai perdu une sœur. Et je me suis dit, c'est tellement fort une perte, même si j'avais vécu des pertes, mais pas à ce niveau-là, dans la famille. On pense que
toujours, ça passe ailleurs, mais pas chez nous. Et c'était comme un choc terrible. Et je pensais immédiatement à tous les livres, tous les textes de David, ça. Je me dit, qu'est-ce que je vais faire Je ne sais pas comment gérer toutes ces émotions-là. Et en plus, dans ce monde, dans cette société qui ne nous apprend rien du tout, bah, ils ne s'apprennent pas à gérer ce domaine de la vie. Et alors, par exemple, je vous invite aussi, vous verrez dans les blogs là, que c'est le projet. Et dans les médias, je peux vous laisser ça. Et David a contribué à ce travail à travers une conférence en ligne où il a parlé du sujet de deuil, où il a fait... je vous invite plutôt à écouter cette merveilleuse conférence, où par exemple il nous parle de cette société qui nous fait disparaître. Donc je cite un texte où il s'est exprimé lors de cette conférence, où il dit « Dans nos sociétés, pour désigner la mort, on parle volontiers de disparition. Les défenses ont disparu. L'euphémisme révélateur du malaise à les nommer désormais. Il a rebroussé les schémas du langage, au-delà du stade du miroir, là où toute reconnaissance s'efface. Il se désagrègue comme l'effet de son existence. Il ne donne plus d'accroche au son ordinaire. Plus large encore, il l'abîme quand le corps lui-même est effacé sans laisser de traces. Et en fait, à part de la disparition personnelle d'un être cher, notre histoire au Chili, c'est une histoire de disparus. Si vous connaissez un petit peu l'histoire, on parle toujours des disparus. Et ça, c'est un mot très perturbant parce que dans les cultures anciennes, je me rappelle de ma grand-mère, par exemple, on ne parlait jamais d'un corps qui disparaît, au contraire. Et on accompagnait la personne qui avait perdu quelqu'un pendant des jours et des jours, à travers la musique, la danse, et les repas. Et aujourd'hui, dans cette société moderne, on essaye de faire disparaître le plus rapidement possible le corps. C'est 2 jours et c'est fini. Mais notre temps corporel, mental, c'est plus long. On a besoin de notre temps. Et alors, tout ce type de réflexion accompagne cette recherche-création qui s'appelle El Duelo et qui parle de ce processus de temps et aussi des émotions et des douleurs, mais aussi des rages, des différents types de processus qu'on vit pendant la perte de quelqu'un. Et donc, ce projet de recherche-création qui a commencé en 2018 s'est nourri de différents matériels, comme celle de la conférence que David nous a offert, mais aussi de tout ce que nous avons vécu pendant le Covid. Parce que là, la danse a été vraiment comme enfermée. Et on a failli, on a eu la sensation, des personnes qui se dédient professionnellement à la danse, de vivre un deuil, une disparition en deuil, parce que tous les théâtres étaient fermés, on ne pouvait pas utiliser les salles de danse. Les gens ont commencé à oublier aussi plus leur corps. Même aujourd'hui, il y a un effet très néfaste sur ce qui s'est passé il y a 2 ans où on était confinés. Et donc, on a parlé aussi pendant la conférence sur cette idée de deuil, un corps artistique qui est en train de disparaître et qu'on s'accroche pour pouvoir alors se battre et qu'il ne disparaisse pas. Et quoi d'autre je peux vous apporter sur cette réflexion? Les rituels. Alors,
comme je vous disais au début, il y a différentes pensées et réflexions qui se nourrissent du travail de David. Mais je ne le mettrai pas dans une hiérarchie, sinon comme les processus de deuil, ils viennent et ils partent dans un ordre différent. Par exemple, l'effet du rituel. L'effet de pouvoir gérer ces situations de perte à travers des rituels qui avant, les anciens, au moins dans ce que je connais, pouvaient nous donner des outils pour pouvoir nous accrocher. Et dans mon cas personnel, je ne l'avais pas. Et parce que justement, dans ces sociétés, la société ne nous donne pas cet outil. Et alors, à travers l'art, je trouvais ce type d'outils. Et ce projet, alors, je ne pourrais pas dire que c'est un projet d'art-thérapie, parce qu'il ne l'est pas. Par contre, c'est un processus de création et d'accompagnement à travers les différentes disciplines. Quand je pensais à perdre et deuil, je pensais à la danse flamenco parce que mon autre sœur, la petite sœur, elle est danseuse flamenco. Et alors, je connais rien de flamenco. En plus, je n'aimais pas beaucoup les flamenco. Je m'ennuyais, je pouvais écouter une chanson, mais pas plus. Mais un jour, je lui ai dit, Erika, est-ce que tu serais partante de faire une création ensemble parce que bon, avec notre soeur, on n'a jamais fait quelque chose. Est-ce que ça te dit peut-être vivre à travers une façon de parler et donc parler d'elle ou de toutes les pertes. Et elle acceptait. Donc c'était un processus assez au début bizarre parce que ce sont deux univers totalement différents. Le flamenco est très codé, mais tellement codé que je ne savais pas à quel niveau c'était codé. Et la danse contemporaine cherche justement d'autres types de codes, plus ouverts, plus personnels, ou la valorisation de chaque corps. Et donc on a commencé à trouver des points en commun. Et après, je ne sais pas encore, parce que c'est une première version, si on voit vraiment ce dialogue. Mais au moins, on a essayé. Et dans les processus de création, alors, c'est passé quelque chose. On a créé peut-être un rituel où il y a différentes personnes qui nous sont accompagnées, où la création devient une espèce de rituel pour donc dépasser cette perte. Et c'est pour ça que je vous dis au début que mon texte vraiment se trouve demain. Et le texte, j'aimerais l'écrire aussi avec vous, un petit moment. Et malheureusement, l'Internet, je vois qu'il ne fonctionne pas bien. Donc, je suis désolée. Je voulais vous montrer un petit peu. Mais je ne vois pas. Ah oui, voilà. Alors, juste pour parler un petit peu de processus de création même, on a fait une résidence dans le musée anthropologique Cuevas del Sacromonte, où se trouve, donc, on trouve toute la vie des Gitans. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un musée vivant. On trouve encore des gens qui habitent dans les grottes. Et toute la culture gitane qui parle beaucoup des morts. C'est ça aussi qui m'attire beaucoup, que eux, on pense des fois qu'il y a des danses qui sont très joyeuses et presque toutes les danses sont très très tristes et tragiques. Et finalement, on se rend compte que tout vient de la vie misérable et triste qu'on a découvert, que moi, personnellement, j'ai découvert là-bas. Et, après, alors de ce qu'on a découvert dans une première étape, on a essayé aussi de les transposer au corps
un corps qui habite dans un espace fermé, qui, pendant la douleur, par exemple, notre corps devient un autre corps, un corps qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne gère pas, qui prend vie en parallèle à notre corps qu'on connaît. Et après, on essaye de maîtriser ce type de corps qu'on découvre à travers cette expérience. Et alors, ce qui est intéressant aussi de cette découverte au musée des Cuevas del Sacromonte, c'est que il y a que des objets, des gens, que sont des vrais objets qu'on utilisait. Donc, immédiatement, on fait ces rapports entre un objet et un corps qui n'est plus là. Aussi, se balader pour cette grotte, on pourrait penser qu'on se balade nous-mêmes dans nos souvenirs, et c'est la variante mentale. Et, après, on a fait... voilà. Oui. On a essayé aussi de discuter avec différentes personnes qui connaissaient la vie de ces peuples-là, et savoir un peu les ressentis, et essayer aussi de les transposer à notre écriture créative. Donc, par exemple, la voix, c'est un élément très, très important qui ne peut pas exister sans aussi la musique. Et la danse ne peut pas exister non plus sans la voix et la musique. Donc ça, c'était une expérience aussi très émouvante, au moins de mon point de vue, parce que ces relations entre les corps qui dialoguent et qui discutent de quelque façon, à travers des disciplines différentes, et produit aussi une espèce de... difficile à l'expliquer avec les paroles, mais on pourrait dire une nouvelle étape de découverte du corps. Et, moi, et juste pour finir, alors, au-delà du travail chorégraphique abordé dans cette contribution, c'est le processus d'un deuil qui trouve son histoire dans son visage, une marche, une douleur, une façon de peut-être réinventer ou de construire un nouveau rituel qui pouvait nous appartenir à tous aujourd'hui. Voilà. Ok, merci beaucoup, Viviane. Alors, on a le temps pour quelques personnes, pour quelques questions. Quelques personnes. Oui. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je vais poser une question qui peut-être est incompréhensible, mais je vais la poser, puis on va voir si ça vous amène quelque part. Mais dans ce que vous avez dit, j'ai compris que peut-être qu'on a plusieurs corps ou plusieurs types de corps dans un même corps, en parallèle et en simultané. Donc, par exemple, le corps en deuil et le corps dansant. Est-ce que ça a du bon sens pour vous, ça? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Bien sûr, bien sûr. Bah, et j'avais aussi lu quelque chose par rapport à ce type de corps qui se dédoublent. David, je ne me rappelle pas exactement, je ne peux pas te citer. Mais en fait, je pense que nous sommes déjà plusieurs corps, mais qu'on découvre au fur et à mesure qu'on vit déjà. Mais aussi qu'on vit avec d'autres. Par exemple, moi, que j'habitais au Chili, je suis venue ici, j'ai découvert une autre Viviane ici, que je ne savais pas. Par exemple, le fait de pouvoir communiquer, il y a d'autres codes différents. Et donc, il y a un corps qui se réveille ou qui se construit dans la culture où on arrive. Mais aussi...
qu'on on vit différentes expériences émotionnelles, comme le cas du deuil. Et c'est tellement fort que notre corps aussi cherche la façon de se défendre ou de survivre, si on peut le dire comme ça, en construisant un autre corps, bah, à mon avis, un autre corps qui puisse défendre ce corps qui est en souffrance. Un corps plus fort qui cherche des outils comme le rituel pour pouvoir continuer à se battre. Mais il y a d'autres corps qui ne supportent pas ça et découvrent un corps qui se laisse aller et qui peut mourir ou tomber dans une dépression. Bah, on ne sait pas. Je pense qu'on a des multiples corps, mais on le découvre dans les moments d'une situation. Parce que je ne sais pas si j'ai un accident, je ne sais pas comment ce corps-là va vivre, se transformer. C'est pour ça que j'ai cette image de plusieurs corps, en fait. Ok, encore une question, oui, encore une là. Oui. Le rituel n'est pas quelque chose qui essaie de reconnecter les choses qui ne sont plus connectées. C'est justement ça que ça fait un rituel. Et vous avez dit que c'est une invention, mais je vous demande seulement, c'est plus que ça, je crois. Ce n'est pas une invention, on ne peut pas inventer des rituels. Je crois que c'est une découverte, c'est autre chose. Tu me comprends? Oui. Non, je suis en train de penser justement. Découvrir, c'est autre chose que inventer. Je pense que les deux sont possibles parce que oui, par exemple, avec mes grands-mères, j'ai découvert des rituels anciens qui même existent, rarement, mais ça existe. Et donc j'ai découvert cet univers. Mais dans mon cas personnel, j'ai inventé un rituel pour moi. C'est mon rituel à moi. Et David, il le dit, c'est dans la marche, si je ne me trompe pas. Non, dans la conférence, en fait. Dans la conférence, il le dit. Surtout pour les corps disparus. Comme on n'a pas encore, pour pouvoir faire une cérémonie et pouvoir les dire au revoir à ces corps-là qui n'est plus là. Et reste un vide dans notre existence. Et donc, l'effet de créer un rituel, ça aide à continuer à vivre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est David. D'accord, on peut prendre encore une dernière question, après il faudra poursuivre aux pauses ou demain. Oui. Et je vous laisse les sites en tout cas, parce que vous pouvez voir la conférence et aussi un peu le processus. D'accord. Ouais, juste encore une question. Oui. De Viviane, qui me fait vraiment grand plaisir. C'est dans l'idée de la reconnexion, comme je l'ai vu faire, puisque j'étais déjà enseignante là quand elle est arrivée du Chili, et elle avait aussi cette difficulté d'être toujours entre l'ailleurs et ici c'est toujours ailleurs de l'autre côté. Enfin, c'était quand même quelque chose de très présent. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Et elle a trouvé des moyens extraordinaires pour se reconnecter, pour nous reconnecter. Parce qu'on a mis en place un dispositif pour qu'elle puisse monter des spectacles ici. Et puis alors elle a pensé qu'elle allait faire des spectacles en live, en improvisation, à se regarder avec les danseurs qui étaient au Chili et les danseurs qui étaient dans la salle d'évolution, dans notre belle salle d'évolution de l'université. Et ça a demandé beaucoup d'efforts, mais je savais que c'était tellement puissant, parce que c'était ce lien aussi qui d'un coup était interactif et puis qui passait par la danse, où les danseurs au Chili, les danseurs en France, ils se voyaient et puis ils se faisaient des impros intégrés, reprenaient des phrases, renvoyaient des trucs, continuaient à danser, chacun de son côté, mais ensemble en même moment. Et c'était tout un problème pour faire descendre la technologie du portique jusqu'à la salle d'évolution. C'est parce qu'on parle de 2009. Hein. C'était tout
Donc, moi, j'ai beaucoup de souvenirs comme ça. Donc, moi, c'était un vrai plaisir de te retrouver ici, de toute façon. Mais je crois, voilà, pour reparler aussi de ce lien, de ici et d'ailleurs, et puis de ce que c'est que l'absence. L'absence n'a pas de temps, à proprement dit. L'absence, c'est vie, quoi. Il y a quelque chose qui est angoissant de l'absence. Et chacun, je pense, nous monnayons d'une manière ou d'une autre, comme on peut, ce qui peut nous aider à la supporter, l'absence. Voilà. Donc, en tout cas, un grand merci à toi. Merci à toi qui m'a soutenu aussi dans la